À celles qui ont précédé pour remercier les organisateurs de ce colloque. C'est toujours un plaisir de venir à Dakar, qui est vraiment la capitale intellectuelle de l'Afrique, de l'Ouest francophone. Donc je suis Kakonou Mboko, je suis agrégé des facultés de sciences économiques, chef du département du 3e cycle et de la recherche de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé. Et auparavant, ce n'est pas sans incidence sur mon propos, chef de service au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ici à Dakar, et chef du pôle analyse économique et recherche de la commission de mémoire à Ouaga. Donc je voudrais, dans le quart d'heure qui m'est dévolu, dire deux principales choses. Tout d'abord, montrer que la question des investissements n'est pas sans lien avec le dessaisissement des instruments de souveraineté économique dans nos pays, et ensuite revenir sur les enjeux spécifiques liés au problème de financement des investissements et à tout ce qu'on a pu entendre ici ou là sur les questions de prédation. Alors, le premier point, et à mon avis c'est le point central de notre propos, c'est de considérer quand même que nous avons depuis 50 ans procédé au dessaisissement systématique des instruments de notre souveraineté économique. Je veux dire par là la monnaie et le budget. Alors, s'agissant de la monnaie, comme vous le savez, nos États dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine utilisent le franc CFA, le franc de la communauté financière africaine, après avoir été le franc des colonies françaises d'Afrique. Et ce que j'appelle la France-Afrique monétaire a un élément très intéressant, c'est que les réserves de change qui fondent la parité fixe que nous avons avec le franc français et maintenant l'euro, nos réserves de change sont essentiellement détenues à Paris par le Trésor français. Alors que nous disent les textes avec le Trésor français, on dit si vous émettez un franc CFA dans votre économie, vous devez avoir 0,20 francs CFA sous forme de devise auprès du Trésor à Paris. Donc c'est ce que nous appelons le taux de couverture de l'émission monétaire. Il doit être de 20% au minimum. Et à l'heure actuelle, nous sommes à 110%. C'est-à-dire que nous avons 7 293 milliards de francs CFA qui nous appartiennent et qui dorment à Paris au niveau du Trésor français. Et ce chiffre, ce n'est pas un chiffre que je donne par hasard. Vous pouvez le trouver, page 75 du dernier rapport de la zone franc publié par la Banque de France, en octobre dernier. Donc, si vous allez, et le rapport est consultable en ligne, c'est un rapport ouvert. Donc, page 75, vous allez voir le montant des réserves de change que nous détenons auprès du Trésor français. Et ça, c'est juste la zone mémoire. La zone CEMAC, comme elle est productrice et exportatrice de pétrole, a quasiment 2 fois plus. Donc, on est autour de 15 000 milliards de francs CFA. Donc, si vous ajoutez les deux, on a presque 25 000 milliards de francs CFA qui dorment à Paris, donc à l'heure où je vous parle. Et votre ancien président Abdoulaye Wade, qui n'était peut-être pas sans défaut, n'était pas non plus sans qualité. Et force est de lui reconnaître le fait qu'il a posé ce problème à plusieurs reprises. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que notre banque centrale, la BCEAO, a une politique monétaire qui n'a comme seul objectif la lutte contre l'inflation, 2%. Il faut que le taux d'inflation dans notre zone soit inférieur ou égal à 2%. Et c'est là où ça devient intéressant. Les États n'ont pas accès à la monnaie pour financer leur déficit budgétaire. C'est ce que nous appelions l'article 16 des statuts de la BCEAO. Jusqu'en septembre 2002, chaque année, chaque État, chaque trésor pouvait
à concurrence de 20% des recettes fiscales de l'année écoulée, accéder au financement monétaire du déficit budgétaire. C'est-à-dire globalement ce que font tous les pays développés à l'heure actuelle, depuis la crise des subprimes. Les Américains, la Grande-Bretagne, le Japon. Et donc, nous, ça nous est interdit. Donc, le résultat en matière de politique monétaire, c'est que nous sommes la zone de répression monétaire la plus forte au monde. Puisque même les régimes monétaires les plus contraignants, qui couvrent leur émission monétaire à 100%, ce qu'on appelle les currency birds, sont finalement plus souples que la zone CFA, puisque nous couvrons à plus de 100% l'émission de notre monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas besoin de la France pour émettre le franc CFA. Puisque le principe de l'assureur, finalement, c'est que quand vous avez des difficultés, il vous couvre. Mais si l'assureur, pourquoi? Alors que les textes nous demandent de couvrir à 20%, nous couvrons à 110%. Maintenant, sur le budget, puisque c'est l'autre élément de la souveraineté économique, c'est la monnaie et le budget. Le budget, c'est le Fonds monétaire international et les critères de convergence du 8 mois. Alors, ces critères nous disent qu'il faut que le budget soit équilibré. Ça veut dire que les recettes doivent être supérieures ou égales aux dépenses. Et nulle part au monde, vous n'avez ça. Il n'y a que dans la zone 8 mois que vous avez cette contrainte. Dans la zone euro, vous avez au moins un déficit budgétaire qui doit être inférieur ou égal à 3% du PIB, et aucun pays ne le respecte. Même pas l'Allemagne, c'est seulement cette année que l'Allemagne est passée en deçà des 3% de déficit. Mais dans la zone UEMOA, le premier critère de premier rang, c'est solde budgétaire de base sur PIB positif ou nul. Donc, tout déficit budgétaire est prohibé. Alors, la question elle est simple. Comment vous voulez financer les économies si vous n'avez ni l'arme monétaire, ni l'arme... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que même votre président actuel, Macky Sall, avec toute sa bonne volonté, ne pourra pas faire grand-chose s'il n'a ni l'arme monétaire, ni l'arme... Parce qu'il n'y a pas d'autre arme pour financer une économie. Et c'est là où j'en viens à partie de mon propos. C'est que ce dessaisissement des instruments de notre souveraineté coïncide avec la montée de développement. C'est-à-dire que nous nous sommes dessaisis de notre indépendance et nous avons accepté de financer nos économies via l'aide publique au développement et les investissements directs étrangers. Et qui nous donne cette aide publique au développement? Par exemple, c'est la France. Et qu'est-ce qui interdit à la France de puiser dans nos réserves pour nous prêter de l'argent? Rien. Puisque nous n'avons aucun contrôle. Le Niger, c'est la France. L'uranium du Niger, c'est l'uranium français. On peut aller plus loin. Dans quoi est-ce qu'on investit quand ce n'est pas dans l'uranium? C'est dans le pétrole. Okay. On a parlé ces jours derniers de la République Elf-Congo, parce que je rappelle quand même que durant toute la guerre au Congo-Brazzaville, il n'y a pas eu un seul jour d'arrêt d'exploitation du pétrole congolais. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. On va dire qu'on ne parle que des ressources minières, mais même les ressources agricoles, c'est pareil. Le café, le cacao, le coton, rien n'est transformé. Et donc, nous sommes finalement 53 ans après les indépendances, toujours dans la logique du pacte colonial, qui, me semble-t-il, est visible à deux niveaux, qui sont les deux faces d'une même médaille, le niveau monétaire et le niveau réel. Parce que qu'est-ce qui se passe? D'où viennent nos réserves de change? C'est parce qu'on exporte les matières premières. Quand on exporte les matières premières, on a les devises, et ces devises, on les dépose à Paris auprès du Trésor, et ça nous garantit la parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Soit dit en passant, comme l'euro est la monnaie la plus forte du monde, nous n'avons aucune chance d'être compétitifs, puisque nous avons une parité fixe avec l'euro. Or, la monnaie internationale du commerce, c'est le dollar. Et comme vous le savez, ces 4 dernières années, le dollar s'est déprécié de 25% vis-à-vis de l'euro. Et donc, le franc CFA s'est apprécié de 25% vis-à-vis du dollar. C'est le serpent qui se mord la queue et on boucle la chose. Donc, dans ce contexte, arrivent les émergents.
Et là, l'intérêt, c'est de savoir si ce sont des chevaux de Troie ou de nouveaux partenaires. Et la question, elle est très simple. Regardez la Chine. Comment procède la Chine? Moi, quand j'étais à Dakar en 2000, sur le boulevard du Centenaire, on pouvait encore circuler. Mais aujourd'hui, ce boulevard est pris par les Chinois. Okay. Ce sont les Chinois qui ont construit le siège de l'Union africaine à Addis. Okay. Et qui l'ont donné gratuitement aux Africains. C'est-à-dire que là où il y a le cœur de notre unité, nous n'avons pas été capables de construire le siège. Et cela ne choque personne que ce soit la Chine qui offre aux Africains, là où les Africains sont censés se réunir pour discuter des questions stratégiques. Et c'est quelque chose quand même qui pose problème. Donc vous voyez, sur les investissements, ce qui se passe, c'est un donnant-donnant. Les Chinois investissent dans les infrastructures et les dirigeants africains ont beau jeu de dire aux Européens, comme vous n'avez pas été capable d'investir dans les infrastructures, au moins les Chinois, eux, ils le font. Et la contrepartie que les Chinois exigent de nos dirigeants, finalement, c'est on va fermer les yeux sur la violation des droits de l'homme et vous nous laissez investir dans vos pays. Le deuxième point de la spécificité des investissements des émergents dans nos pays, c'est l'accaparement des terres. Et ça, c'est un problème très important. Et on l'a vu notamment à Madagascar, au Mali, au Togo, mais dans quasiment tous les pays. Je me rappelle quand le Japon a voulu acheter des terres au Sénégal pour que les retraités japonais puissent bien vivre au Sénégal. Donc, vous avez un système qui est ni plus ni moins qu'un système de prédation organisée. Et enfin, au niveau du Brésil et de l'Inde, vous avez des formes de partenariat public-privé qui sont, me semble-t-il, des innovations sémantiques, mais qui essaient de cacher finalement la même réalité, c'est que l'Afrique n'amorce toujours pas des investissements productifs qui soient capables de générer des emplois et de la valeur ajoutée pour son économie. En conclusion, monsieur le modérateur, je voudrais dire en 5 points ce que nous pourrions faire. Premier point, c'est nous devons nous réapproprier des outils de notre souveraineté économique. Ça passe par la rupture avec l'euro. C'est absurde. Il n'y a que la zone UEMOA et la zone CEMAC dans lesquelles les gens sont heureux d'avoir une monnaie aussi forte. La guerre économique internationale, à l'heure où je vous parle, c'est une guerre à la dépréciation monétaire. Le Japon vient de déprécier le yen de 23% sur les 4 derniers mois, ce qui a conduit à la déstabilisation du système monétaire international. Et a même obligé la Banque centrale européenne, qui est une des banques les plus orthodoxes du monde, à baisser son principal taux directeur il y a 15 jours, passant de 0,75 à 0,5%, son plus bas historique depuis 1999. C'est-à-dire que la guerre aujourd'hui, c'est d'avoir une monnaie faible pour être compétitif à l'export. Et il n'y a aucune raison que les économies les plus faibles du monde, celles de l'UEMOA, soient rattachées à la monnaie la plus forte du monde, l'euro. C'est un non-sens logique. Deuxième chose, toujours dans ce premier point, de la réappropriation de nos instruments de souveraineté économique, il faut qu'on aille vers l'État stratège. Là, je reprends ce que vient de dire Michel. Rappelez-vous quand même que Jean Monnet, qui n'est pas n'importe qui a créé le commissariat général au plan en France en 1946, avait été l'initiateur dès 1960 de ce qu'on appelait les champions nationaux. Lorsqu'on parle d'Air France, de Renault, de Peugeot, de l'aérospatiale, les grandes réussites industrielles françaises, elles ne sont pas issues de l'ordre spontané du marché. Elles ont été planifiées avec le concept de champions nationaux, où l'État a mis tout l'argent possible pour faire des subventions dans ces secteurs. Et on a ouvert ces secteurs que quand ils étaient compétitifs. Donc l'idée même du marché autorégulateur, c'est un non-sens pour quelqu'un qui a une lecture, un minimum historique des choses. Donc nous devons retrouver
cette souveraineté monétaire en phase avec la conjoncture de notre zone et le caractère stratégique de l'État. Deuxième chose, nous devons investir dans la transformation de nos matières premières. Je sais que ça fait 50 ans qu'on le dit, mais tant que ce n'est pas fait, nous avons le devoir de le répéter. C'est dans la transformation qu'on crée la valeur ajoutée, qu'on crée l'apprentissage de la maîtrise des techniques et surtout qu'on crée les emplois. Vous savez, à l'heure actuelle, le modèle que nous avons dans la zone UEMOA et dans la zone CEMAC, c'est un modèle qui a comme variable d'ajustement le chômage des jeunes. Puisque nous avons bloqué la monnaie, nous avons bloqué le budget, nous dépendons de l'aide publique au développement qui est volatile, dont nous ne maîtrisons pas les conditionnalités. Ce qui se passe, c'est que pour structurer nos économies, nous acceptons que nos jeunes soient au chômage. Et donc, si nous n'allons pas dans la transformation, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Et donne l'exemple du coton. Vous savez, les chefs d'État africains se sont réunis à Ouagadougou, juste après Cancun, le fameux sommet de l'OMC, où nous avions bloqué les négociations commerciales. Parce que dans la zone UEMOA, nous transformions 3% du coton. Et les chefs d'État de l'UEMOA avaient dit, en 2010, il faut qu'on transforme 25% du coton. C'est ce que nous avions appelé l'initiative coton textile. Je peux vous dire, on est en 2013, nous sommes toujours à 3% de transformation du coton. Et les chefs d'État avaient dit, chaque année, nous allons nous réunir pour voir où on en est de l'augmentation de la transformation du coton. Ils ne se sont jamais réunis. Troisième piste, c'est la protection de notre marché intérieur. Ce que j'appelle le néo-mercantilisme des zones UEMOA et CEMAC. Il n'y a pas de raison que la zone UEMOA soit la zone la plus ouverte du monde. Prenez notre tarif extérieur commun, le TEC. C'est maximum 20%. 0,5, 10 et 20%. Les 4 bandes tarifaires du TEC. Ça fait de notre zone la zone la plus ouverte du monde. Or, vous ne pouvez pas, dans un contexte de compétition internationale, où vous avez le textile chinois, où vous avez les friperies, ouvrir votre marché, qui est une industrie dans l'enfance, et espérer voir prospérer cette industrie. Ce n'est pas possible. Donc, le couple franc-CFA fort et désarmement tarifaire, c'est un couple mortifère pour les économies de l'Union. C'est quasiment de la logique. Donc, les accords de partenariat économique que l'Union européenne veut absolument qu'on signe, ces accords sont un non-sens. Nous ne pourrons pas, alors que nos industries sont dans l'enfance, accepter la compétition ouverte avec l'Occident, sachant que les émergents qui sont plus développés que nous sont beaucoup plus protectionnistes que nous. Et donc, il faut protéger notre marché intérieur. Quatrième point, il faut créer des conditionnalités sur les investissements étrangers. Nous avons des codes d'investissement qui sont des scandales, de véritables scandales. Nous bradons nos ressources. Donc il faut absolument réviser tous nos codes d'investissement et obliger les industries qui viennent investir chez nous à être dans la transparence dans les industries extractives, vu qu'il y a des initiatives qui sont déjà prises, initiatives ITIE, et c'est quelque chose qui va de pair avec la responsabilité environnementale et sociale de ces industries. Dans tous nos pays, si vous faites attention, à l'heure actuelle, il y a des conflits entre la manière dont ces prédateurs gèrent nos ressources et la manière dont nos économies fonctionnent. Et ça m'amène au cinquième et dernier point, c'est encourager le contrôle citoyen de l'action publique dans ces juridictions nationales, régionales et internationales. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on garantisse les droits des communautés riveraines par rapport au problème des investissements. Nous allons dans quelques minutes suivre notre ami de Guinée qui va donner des exemples concrets. Mais me semble-t-il, l'enjeu pour nous, c'est vraiment que ceux qui sont au plus près de nos richesses puissent, sinon en profiter, du moins
ne pas en subir les effets, ce que nous appelons en économie les externalités négatives. Et pour finir, un proverbe de notre maître à tous, Joseph Kizerbo, qui disait « Il ne faut pas dormir sur la natte des autres. C'est comme si vous dormiez par terre. » Merci. Souverain sur le plan économique. Et pas